Merci, Jean Carlos. Ah, est-ce que ça va? Est-ce que vous voyez toujours ma diapo? Oui? Oui, tout à Oui, fait, oui. ok. Parce que j'ai l'impression que j'ai touché quelque chose et bon, tant pis. Ok. Donc merci beaucoup. Bonjour, ou bonsoir plutôt. Et nous avons, je pense, 4 heures d'écart en plus pour vous en France. Je vous remercie, Concession. On a papoté avant de commencer. C'était très agréable. Et merci, Jouan, pour cette présentation généreuse à mon égard. Je dois dire que je suis ravi d'être parmi vous, parce que même si c'est à distance, vous savez qu'au Brésil, on a l'habitude de faire des conférences, d'organiser des colloques et même de donner des cours à distance. Mais j'avoue que j'aurais bien aimé et préféré être parmi vous en chair et en os. Euh, Je vais parler en français comme convenu, hein. Ce n'est pas vraiment habituel pour moi parce que en ce qui concerne toutes ces conférences et ces interventions, j'ai l'habitude de les faire en portugais, surtout quand je parle des récits de voyage qui ont eu lieu justement au Brésil, en Amazonie brésilienne. Et bon, pardonnez-moi par avance euh, mes futurs néologismes parce que je sais que je vais en commettre. Donc voilà. Alors vous avez la première diapo, qui est mon titre, Écho, traduction et récit de voyage en Amazonie de la dernière exploratrice française, Marie-Octavie Coudreau. Je vais suivre mes notes en espérant ne pas trop en sortir pour pouvoir respecter le temps qui m'est imparti. Donc la pensée occidentale a souvent adopté une attitude utilitaire envers la nature, considérant qu'elle sert principalement les besoins humains. Cependant, à partir du XVIIIe siècle, de nombreuses voies ont été réévaluées, et principalement pour cette relation proposant une vision symbiotique et holistique du monde en opposition à une perspective anthropocentrique. À la fin du XXe et au début du XXIe, de nouvelles menaces écologiques ont émergé: épuisement des ressources naturelles, pollution, changement climatique, extinction des espèces et les pandémies, dont la dernière à partir de 2020. Ce contexte a influencé la réflexion sur l'environnement et la littérature et la nature étant toujours étroitement liées, et révèle que l'homme et la nature font partie d'un même écosystème. Dans la taxonomie des genres, l'écofiction, selon la définition de Schellenberg, évidemment sans l'aspect catastrophique, est devenu un sujet d'étude littéraire. Donc, ces littératures vertes explorent la nature et les relations homme-environnement par le biais de récits critiques. Et dans ce contexte, les récits de voyage, je parle surtout des récits de voyage au Brésil, hein, du 16e au 20e siècle, notamment en Amazonie, écrits en langue étrangère, n'ont presque jamais été traduits en portugais, ni même en d'autres langues pour certains, ce qui a contribué à effacer une partie de l'histoire coloniale et littéraire du Brésil. Alors, on va voir si ça fonctionne pour le changement de... Voilà. Donc le plan que je vais essayer de suivre, je vous propose tout d'abord d'esquisser un panorama théorique des principales manifestations et publications de ce que j'appelle les écothéories en étude de la traduction, issues de régions périphériques entre guillemets, périphériques par rapport de là d'où je parle, hein, donc du Brésil. Comme la Chine, avec Hugenchen, je vous en parlerai tout à l'heure, la région du Québec avec Blanc, la Roumanie avec Constantinescu, ce sont des exemples, il y en a plein d'autres, hein. L'Irlande avec Ronin, ou encore la Finlande avec Wilhelm. Ensuite, je montrerai comment le Brésil s'inscrit dans ce tournant écologique, en particulier au début de ce troisième millénaire, en proposant une approche théorique spécifique, l'éco-traduction. Et enfin, j'aborderai, à travers des projets d'internationalisation des universités brésiliennes, le récent intérêt et la nécessité de traduire des récits de voyage sur et en Amazonie, rédigés en langues étrangères par des voyageurs et pour la grande majorité jamais traduits en portugais, comme je vous le disais. Et plus particulièrement, je vous parlerai
des récits de voyage. Je ne sais pas si on les voit, mais de toute façon, j'ai les diapos qui les montrent mieux, de Marie-Octavie Coudreau, traduit en portugais. Je souhaite aussi contribuer à l'élaboration d'une histoire, et nous, parce que je fais partie d'un groupe, hein. Moi, je traduis du français, mais j'ai des collègues qui traduisent de l'anglais, de l'espagnol, du néerlandais, de l'allemand, de l'italien. Je souhaite aussi donc contribuer à l'élaboration d'une histoire de la traduction au Brésil en examinant sous le prisme de l'éco-traduction et dans quelle mesure l'absence de traduction de récits de voyage sur l'Amazonie a réduit au silence et a effacé des connaissances sur une partie de l'histoire coloniale du Brésil et en particulier en Amazonie et a affecté ou transformé le canon littéraire au Brésil. Et donc mon premier point, les écothéories en étude de la traduction qui viennent de la périphérie. Selon mes recherches récentes sur l'impact des écothéories, vous notez que je parle, je ne sais pas si je vais le dire quelque part ailleurs, vous notez que je dis étude de la traduction et non pas traductologie, comme euh, nous l'a dit Jean-Carlos au début de mon intervention, parce qu'au Brésil, les études de la traduction qui ont commencé à être institutionnalisées, et je suis sorti de mon texte, à être institutionnalisées euh, au début des années 2000, 2003, le premier programme de master et doctorat en études de la traduction de mon université, donc j'ai fait partie de ce groupe. Et donc, nos modèles sont les modèles euh, principalement anglophones, et donc Translation Studies. Donc, nous ne parlons pas de traductologie en portugais, nous parlons de estudos da tradução, études de la traduction. Donc, je l'ai traduit en français, études de la traduction, pour ne pas confondre avec traductologie. Donc, je peux donc affirmer que selon ces recherches, euh, ces écothéories proviennent principalement de pays périphériques, comme je vous le disais, un peu dans le sens d'un déplacement du centre de gravité. Je pense à Pascal Casanova qui établissait ce méridien de Greenwich, dont le Brésil ne fait pas partie, évidemment, et ni même les régions dont je vais vous parler. Ces écothéories ont émergé tardivement par rapport à l'éco-critique ou à l'éco-poétique, notamment parce que la traduction s'est consolidée comme discipline académique mondiale beaucoup plus récemment, qui avait été d'ailleurs commencée à être théorisée par les descriptivistes dans les années 70. Alors, je pense à des gens comme Holmes, Ibn Zohar, Toury, Lambert, qui sont les théoriciens que j'utilise certains des théoriciens que j'utilise dans les études de la traduction. Alors, que se passe-t-il avec les écothéories de la traduction? Après le tournant culturel des études de la traduction, qui ont initialement été présentées par Bassnett et Lefebvre, sous le nom de The Cultural Turn, mettant l'accent sur le rôle principal et central de la culture, du contexte social, de l'influence des traditions culturelles sur la traduction, de la subjectivité des traducteurs et des recherches sur la littérarité des textes traduits, une nouvelle orientation émerge. Donc au Brésil, par exemple, les études de traduction, comme je vous le disais, a pris forme dans les milieux académiques. En revisitant la théorie et les critiques contemporaines des études de la traduction, donc, Bassnett a affirmé, Susan Bassnett, a affirmé dans un texte relativement récent, c'est un texte qui date des années un petit peu avant la pandémie, 2019-2020, euh, que ces études prennent une nouvelle direction, c'est-à-dire, je la cite, se tournant vers l'extérieur implique la reconnaissance de la nécessité d'une pluralité croissante de voix à travers le monde. C'est ce que Cronin va appeler la connectivité au sein et entre les communautés, en proposant une écologie politique de la traduction qui considère les langues en interaction plutôt que de manière isolée. Alors, selon Cronin, c'est uniquement grâce à la traduction que nous pouvons devenir conscients ou plus conscients et assumer nos responsabilités envers notre environnement, en affirmant notre droit à la diversité tout en reconnaissant l'importance fondamentale de la communication entre les peuples.
Donc, je prends mon premier exemple, l'éco-translatology, que je vais traduire en français. Je vais faire de la traduction littérale parce que je pense que c'est bien de montrer l'étranger dans la traduction. Donc, quand on traduit littéralement, on montre l'autre. C'est en tout cas mon point de vue et je peux en reparler après si vous le voulez. Donc, l'éco-translatologie, développée par Hung Jensen en Chine. Évidemment, moi, je n'ai accès qu'à des textes qu'il écrit en anglais. Je ne lis pas le chinois, mais comme beaucoup de ces auteurs aiment à se divulguer, et c'est très bien pour nous, puisqu'ils publient leurs textes bien souvent en anglais. Il écrit ce texte, Eco-Translatology, Towards an Eco-Paradigm of Translation Studies en 2020, en réponse justement aux études descriptivistes dont je vous parlais à l'instant. L'éco-translatologie est un nouveau paradigme qui envisage la traduction sous un prisme écologique. Euh, Il est fondé sur des notions chinoises ancestrales d'harmonie entre les êtres humains et leur environnement, et cette théorie établit des analogies métaphoriques entre les systèmes naturels et les systèmes traductologiques. Elle repose sur l'hypothèse que le processus traductif est régi par des mécanismes comparables à ceux qui gouvernent l'écologie naturelle. Alors, selon Huygensen, le processus traductif s'inscrit dans un éco-environnement traductif, c'est-à-dire un système englobant, en plus évidemment du texte traduit, son contexte socioculturel et linguistique, ainsi que les agents et les facteurs impliqués dans la traduction. Dans cet écosystème, l'éco-translatologie, propose de contribuer à la construction d'une civilisation écologique en positionnant le traducteur comme un acteur proactif et central de la transformation. C'est très important que le traducteur soit au centre des études euh, de la traduction. Puis il y a le Québec avec Charles Blanc, un texte très intéressant, Histoire naturelle de la traduction. Il n'est pas traduit en portugais. Là, il est écrit en français, donc évidemment, vous pouvez le lire. La traduction en tant que lecture et pensée est avant tout un voyage pour Blanc. Il s'appuie sur 5 récits, contes ou romans emblématiques de la littérature européenne pour explorer l'histoire des représentations métaphoriques de la traduction à travers ses lecteurs. La figure du lecteur se trouve ainsi au centre de la traduction. Et l'histoire sert de fil conducteur dans son analyse traductologique. Alors, il y inclut les textes que vous voyez à l'écran, euh, Le portrait de Dorian Gray, La Reine des Neiges, L'apprenti sorcier, La Barbe bleue et Hansel Gretel. Blanc pose alors la question, qu'est-ce que la traduction? Pour lui, la traduction, c'est son histoire, c'est l'histoire de la traduction. Vous le voyez encore, je pense, sur la diapo. En Roumanie, il y a une revue académique qui ne publie qu'en français, qui s'appelle Atelier de traduction, et qui est dirigée par Muguras Constantinescu, et qui est spécialiste, elle est spécialiste en traduction littéraire. Et plusieurs numéros ont été publiés justement dans ce sens, sur l'écologie et la traduction, sur la littérature verte, et qui concernent les nouvelles façons d'habiter le monde et les nouvelles interactions entre l'homme et son environnement. Il y a eu à partir, je vous fais toute cette historique parce qu'il y a eu à partir de la pandémie nombre de revues et de colloques ou séminaires qui qui ont été consacrés aux études de la traduction et euh, à l'éco-traduction. Et puis en Finlande, est la Vilma, qui écrit beaucoup qui n'écrit pas beaucoup en anglais, donc j'ai eu peu accès, mais le dernier texte date de 2021, donc elle est traductrice, chercheuse, enfin, elle traite des questions environnementales en établissant les limites de la responsabilité éthique du traducteur. Donc elle pousse plus loin, comme vous le voyez à l'écran, l'idée de Jacobson Solomon, évidemment, sur la traduction intersémiotique en incluant la traduction interespèce, soit l'interface entre la langue et la nature, en examinant comment le chant des oiseaux est traduit en mots.
comment les influences interespèces se croisent et comment des significations sont tirées de la réalité immédiate. Alors, je vous ai noté, parce que ça m'a fait penser immédiatement à ce projet sur les baleines. Donc, je voulais noter, le projet SETI, c'est un site en anglais. Vous avez le link sur la diapo, qui a été fondé en 2020 et qui est une organisation à but non lucratif et qui utilise l'apprentissage automatique avancé et la robotique de pointe pour écouter et traduire la communication des baleines. Donc l'objectif principal étant de mieux protéger les espèces. D'autres perspectives intéressantes émergent également des études littéraires, notamment du courant de l'éco-traduction venue d'Irlande, avec Michael Cronin, dans deux ouvrages récents. Le premier, vous l'avez à l'écran, Eco-Translation, de 2017, et le deuxième de 2022, Eco-Travel, qui est un texte très intéressant. Ils ne sont pas traduits en portugais et je ne pense pas qu'ils soient traduits en français. En tout cas, la dernière fois que j'ai cherché, il ne l'était pas. Donc, il explore, Cronin, les liens entre la traduction et l'environnement, dans l'Anthropocène désignant une nouvelle ère géologique marquée par les impacts des activités humaines sur la planète. Donc, les questions éthiques concernant les relations entre l'homme et la nature ont jusqu'à présent été peu explorées en traductologie ou en études de la traduction, alors que les approches éco-critiques se répandent dans d'autres disciplines des sciences humaines et sociales. Cronin plaide pour une perspective terracentrique euh, dans les études de la traduction. Et cette approche, centrée donc sur la Terre, évalue la traduction sous l'angle de la durabilité et de la responsabilité et vise à développer des pratiques traductives facilitant la transition vers une société post-carbone et identifiant les domaines où une narration traductive terracentrique s'avère urgente. Donc le Brésil euh, aussi a eu son tournant euh, éco. Le concept d'éco-traduction, euh, éco-traduction, que j'ai utilisé dans Cadernos de traduction. Je vais vous montrer d'autres diapos où on va parler de Cadernes de traduction, qui est une revue essentiellement dédiée à la traduction et qui accepte des articles en plusieurs langues. Donc toutes les langues apparemment que vous euh, voulez, vous pouvez soumettre des articles à Cadernes de traduction. C'est une revue que j'ai fondée avec deux collègues en 96, et donc cette revue va fêter ses 30 ans l'année prochaine. J'espère qu'on va faire un numéro spécial. Euh, cette revue a donc commencé à publier en 2021 des numéros justement dédiés à l'Amazonie, Traduzindo Amazônia, donc le premier en 2021. L'éco-traduction fait donc référence à toutes les formes de réflexion et de pratique de la traduction qui engagent consciemment dans les défis posés par les changements environnementaux induits par l'homme. L'éco-traduction concerne des textes, principalement des textes littéraires, en tout cas en ce qui me concerne, qui abordent d'une manière ou d'une autre la nature en tant que thème, personnage ou sujet de réflexion. L'éco-traduction appréhende la traduction de la relation entre la nature et la littérature dans divers contextes culturels et examine dans quelle mesure la littérature, au sens large, poésie, prose, chronique, récits de voyage, biographies, interviews, écrits de soi, les autobiographies, les journaux intimes, la correspondance, les mémoires, etc., accordent une place essentielle à la nature et aux relations anthropiques avec l'environnement. Par exemple, dans le cas des récits de voyage où la notion d'exploration et de découverte de l'environnement naturel constitue un thème central, et en particulier, bien évidemment, dans les récits sur l'Amazonie, le traducteur peut choisir de mettre la forêt amazonienne
le paysage amazonien au cœur de la narration et de valoriser une certaine éthique de préservation dans l'histoire des relations organiques entre l'homme et la nature. La traduction des récits de voyage ouvre la voie à un regard critique du chercheur à travers une approche théorique, contemporaine et innovante des études de la traduction, en particulier dans le domaine de la traduction littéraire. L'éco-traduction, que je traduis en français, éco-traduction. Les voix de la flore, de la faune, des éléments et des différents écosystèmes qui n'ont pas encore été suffisamment entendus ou étudiés dans les études de la traduction, commencent peu à peu à se diffuser à l'échelle mondiale, notamment à travers les multiples dimensions de l'éthique de la traduction qui dépendent des traducteurs, bien évidemment, et se révèlent être des outils précieux pour examiner la relation entre l'homme et la nature. Je vais vous parler maintenant des récits de voyage en Amazonie, qui sont des textes subjectifs, dominés par le regard de celui qui a vécu l'expérience du voyage. Au Brésil, de nombreux voyageurs étrangers ont raconté et écrit sur leurs expériences de voyage en Amazonie. Nombre de ces récits de voyage sont restés invisibilisés par l'histoire littéraire brésilienne, peut-être parce qu'ils n'ont pas été traduits en portugais, ni en d'autres langues, comme je vous le disais tout à l'heure, mais surtout parce qu'il n'y a pas eu d'intérêt politique à promouvoir la région amazonienne tant pendant le Brésil colonial qu'après. Aujourd'hui, c'est la tendance à parler d'Amazonie. Exclu de la littérature donc brésilienne qui privilégie les zones littéraires institutionnalisées comme étant la seule construction élémentaire des configurations supranationales, les récits de voyage traduits en portugais sur l'Amazonie peuvent redimensionner le canon littéraire brésilien, des œuvres littéraires brésiliennes et de l'histoire de la littérature brésilienne. Alors tout a commencé avec le premier numéro spécial de la revue Cadernos de Tradução, euh, comme vous le voyez à l'écran, avec Traduzindo a Amazônia. C'est un projet qui est le fruit d'un programme national brésilien de coopération académique en Amazonie, qui a été financé par la CAPES. Le programme s'appelle Procad Amazônia. Il termine cette année, mais nous en avons deux autres en cours. Je pense que je pourrais vous en parler après. Entre l'UFSC, l'Université fédérale de Santa Catarina, c'est mon université, l'UFPA, qui est l'Université fédérale du Pará, avec Belém, et l'UEA, qui est l'Université d'État de l'Amazonas à Manaus. Donc cette revue est organisée par Andrea Guerini, qui est l'actuel, euh, comment est-ce que je dis ça en français, qui est l'actuel éditeur-chef, je crois que ça se dit comme ça, de la revue, qui est de la même université que moi, et José Guilherme Fernandes, qui est de l'Université du Pará et moi-même. Donc ces numéros, nous avons publié le dernier numéro en décembre 2025, nous avons donc 4 numéros. Ces numéros rassemblent des textes sur l'Amazonie, euh, des récits de voyage, de la correspondance, qui va du XVIe siècle au tout début du XXe siècle, qui ont été écrits à l'origine en allemand, en espagnol, en français, en anglais, en italien, en néerlandais. Ce sont des collègues qui traduisent, des spécialistes en études de la traduction, des gens qui travaillent en traduction dans les universités brésiliennes et qui appartiennent à toutes les régions du Brésil et de toutes les langues, euh, celles que je vous ai citées principalement, puisque ce sont les principaux voyageurs qui sont venus au Brésil et qui ont écrit dans ces langues. Donc, dans tous les textes, on peut constater que les voyageurs étaient émerveillés, dans certains plus que d'autres, bien sûr, et fascinés par la nature tropicale. Donc là, vous avez le premier numéro de la revue Cadernos et Tradução. Tous ces numéros, et toute la revue d'ailleurs, est disponible en ligne, en open access. C'est important parce que je sais que ce n'est pas toujours le cas en Europe et non, pas non plus en France. En fait, au Brésil, les revues en lettres hein, ne sont pas, sont toutes en accès libre, puisque notre principal objectif, je dirais, est d'abord de socialiser et de partager nos recherches
Donc, cela facilite quand c'est en open access. Là, vous avez les 4 numéros publiés sur les récits de voyage en Amazonie et qui contiennent euh, l'original et la traduction en colonne. Donc, vous avez l'original dans la langue, on va dire en italien, avec sa traduction en portugais. Et chacune de ces traductions est accompagnée d'un article critique, un article théorique, qui discute justement, à partir des théories de la traduction, les choix, le processus de traduction des auteurs de ces traductions. Ces articles critiques, ce n'est pas une règle parce qu'il n'y a pas de modèle, hein. Mais ces articles critiques suivent généralement un schéma assez récurrent. Il y a un historique, évidemment, contexte de ces voyages et de ces écrits, et une critique, un article critique des traductions, euh, où on voit aussi des questions historiques, sociales, culturelles, etc. Euh, c'est une revue académique, donc il est évident que l'article théorique est la vocation principale, la traduction, ok, mais c'est principalement l'article théorique qui nous a mobilisés pour faire ces numéros et pour les maintenir. Il est donc souvent présenté l'auteur et son œuvre, bien entendu, au public lecteur. Ce qui a attiré notre attention, en tout cas au tout début, c'est dans les premiers numéros, ce sont les récits de voyage écrits par des femmes. Il n'y en a pas eu beaucoup, en tout cas pas beaucoup de proposés. Il y en a eu d'une italienne, Gemma Ferrugia, je pense que c'est le premier numéro, qui était journaliste. Il y a eu plusieurs d'une allemande naturaliste très connue qui est Emily Snethlage. Et des Françaises, alors des Françaises, il y a eu, si je me souviens bien, Alexandrine Langlais Dufresnoy, qui était une aventurière, Marie-Octavie Coudreau. Je pense ses textes apparaissent à partir du deuxième numéro. C'est-à-dire que la présence des femmes, si vous voulez, dans l'espace du voyage et dans leur écriture était généralement très rare. Les femmes qui se sont distinguées en tant que voyageuses écrivaines étaient celles qui disposaient non seulement d'un certain niveau d'instruction, évidemment, mais aussi d'une position sociale qui leur permettait de participer à ces voyages. Ça aussi, si vous voulez, on peut y revenir après. Et puis, en concomitance avec ce grand projet de traduction de Cadernos et Tradução, le numéro de 2025 est déjà en cours. Et il y a eu la traduction des premiers récits de voyage, puisque dans cette revue, ce ne sont que des extraits. Bien entendu, on ne peut pas traduire les textes en entier. Mais les projets que l'on a avec l'Amazonie nous ont permis aussi de pouvoir publier certains de ces récits de voyage. Et moi, j'en ai publié deux. Le troisième, je vais vous montrer la couverture, sera lancé en février. Et nous l'apporterons à Belém au mois de mars, lorsque nous irons, ma collègue et moi, chez la Maria dos Santos, qui a publié avec moi la- le deuxième et le troisième récit de voyage. Donc, c'est un prolongement, si vous voulez, du projet sur l'Amazonie, que de traduire et de publier ces récits de voyage dans leur intégralité au Brésil. Pour les historiens, les récits de voyage constituent des sources documentaires. Pour les spécialistes de littérature, vous l'êtes tous, ils appartiennent à la littérature de voyage. Et en tant que genre hybride, les récits de voyage, longtemps marginalisés pour leur appartenance floue entre la littérature et l'histoire culturelle, attirent désormais l'attention des micro-historiens. Alors il y a des gens qui travaillent avec ça, notamment à l'université de Rotterdam, euh, des gens comme Bargerman et Decker, et qui travaillent avec un concept que j'aime beaucoup, ce sont les égo-documents, qui incluent les lettres des marins, des explorateurs, des missionnaires, des aventuriers,
des autobiographies, des journaux, des mémoires, enfin tout texte qui révèle la personnalité de leur auteur. Donc, considérant l'ego document comme tout texte, c'est pareil, je ne sais pas si ce mot existe en français, je l'ai adapté de l'anglais, comme tout texte dans lequel la vie personnelle et l'expérience de l'auteur jouent un rôle important et central, je peux affirmer que les récits de voyage sont des égaux documents. Donc voici les récits de voyage que j'ai traduits. Le premier, je l'ai traduit seul, c'est celui que vous voyez à l'écran. Le deuxième, le voici. Et le troisième, je ne l'ai pas en main parce que je ne l'ai pas encore reçu. Mais on m'a promis, on est le 27 janvier, qu'à la première semaine de février, je le recevrai. Euh, à gauche, sur votre écran, Voyage au Kumina, a été publié en 2023. Le deuxième, Voyage au Kouroua, a été publié en 2024. Et le dernier, Voyage au Mapuera, donc va sortir au début février. Kumina, Kouroua et Mapuera sont le nom des fleuves qu'elle a, qu'elle a traversés et autour desquels elle a travaillé. Je vais vous expliquer ça tout à l'heure. Donc, les couvertures de livres, c'est une partie, correspondent à une partie de ces fleuves euh, qui ont été explorés par Marie-Octavie Coudreau. Et ces livres sont édités à Belém do Pará, c'est-à-dire à plus ou moins, je sais pas, 3500, 4000 km de Florianopolis, là où j'habite. Ah, vous voyez là les photos de Marie-Octavie Coudreau et d'Henri Coudreau. Euh, elle était une exploratrice française qui a commencé ses voyages d'exploration avec son mari en Guyane française, puis dans la région amazonienne brésilienne, sous contrat avec le gouvernement d'État du Pará. Au début, c'était sous contrat avec la Guyane, et puis ensuite, ils ont travaillé officiellement avec le gouvernement du Pará. Et je ne l'ai pas noté là, mais elle a aussi travaillé avec le gouvernement de Manaus, dans l'État de l'Amazonas. Et après la mort de son mari, en 1899, elle a poursuivi ses voyages en documentant systématiquement tout ce qu'elle observait, en écrivant, en dessinant. Elle a laissé énormément de cartes et réalisant des relevés géographiques et topographiques des fleuves, des cascades, des rapides, des îles, etc. etc. Elle a écrit combien? Six? Six récits de voyage. Le premier, ça je peux y revenir aussi après. Son mari meurt donc en 1899 au moment de ce voyage au Rio Trombetas et c'est elle qui écrit le récit de voyage et qui finit, elle ajoute à partir des notes de son mari les trois derniers chapitres. Donc il y a une question d'auteur complexe aussi pour ce récit. Les autres, elle les a écrits seule, elle a voyagé seule avec ses tripulations, bien entendu. Vous voyez, vous avez les dates, hein, de août à novembre 1899 le premier, ensuite l'année suivante d'avril 1900 à septembre 1900, Kouroua de novembre 1900 à mars 1901, ensuite Mapuera, celui qui va sortir bientôt, d'avril 1901 à décembre 1901. Nous avons déjà commencé, ma collègue Sheila Dos Santos et moi, à traduire et à préparer la traduction et les commentaires, parce que ce sont des textes qui incluent des commentaires, évidemment, qui ont des notes. Euh, Voyage à Omaikuru, qui sera publié au début 2026. Et le dernier, Voyage au Kanuma, bon, qui commence en 2005 et qui finit en 1906. Qui commence en 2005, en 1905, pardon, et qui finit en 1906. Donc vous voyez, elle a quand même fait énormément de voyages et elle est surtout la première femme à avoir photographié l'Amazonie. Ça a son importance parce qu'on a très peu de documents de cette époque. Là, vous voyez, par exemple, sur la diapo, son guide, Guilherme, avec lequel Marie-Octavie Coudreau ne s'entendait pas toujours. Euh, Est-ce qu'il n'y a que lui sur la diapo?
Je ne vois plus la diapo. Ah, On mais la peut-être. voit, Marie-Hélène. Oui, oui, merci. J'ai mis sa photo à Octavie Coudreau à côté avec ses marins. Ensuite, la photo de Joanning, qui veut dire coccinelle en français, qui se promène dans la forêt. C'est ce qu'elle dit en français, hein. Marie-Octavie Coudreau donnait des noms à ses pirogues. Il y en a une autre qui s'appelait Benchivi, qui est le nom d'un oiseau, hein, une espèce de passereau. Donc elle donnait des noms à ses pirogues. Ensuite, ça c'est Iphigénie, qui est une mocambeira, comme on dit en portugais, c'est-à-dire une ex-esclave réfugiée dans la forêt. Je vous rappelle que l'esclavage au Brésil a été aboli extrêmement tard, en 1888. Il y a aussi à côté le Tamushi, Tamushi veut dire chef des indigènes Pianacoto, avec aussi certains membres de, de ces indigènes Pianacoto. Ici, nous avons deux photos, un indigène Pianacoto et ce qu'elle appelle Igarapé Dupuan. C'est exactement comme ça qu'elle décrit. Son texte est très hybride. Je vais vous montrer après quelques extraits et vous allez comprendre la difficulté, enfin, surtout quelqu'un qui lit en français qui n'a pas forcément euh, les connaissances ou la familiarisation avec ce genre de paysage. Donc, Igarapé, hein, c'est comme un petit cours d'eau, si vous voulez, qui est une des caractéristiques de la région amazonienne. Il n'y a pas vraiment d'équivalent en français pour dire ça. C'est peut-être pour ça qu'elle ne l'a pas traduit non plus. Et la pirogue, qui s'appelle oub en pianacoto, qui est fabriquée avec un seul tronc d'arbre. D'ailleurs, je me souviens, pas dans ce premier récit de voyage, je pense que c'est dans le dernier, dans Mapuire, la pirogue se détruit et il leur en faut une autre. Et donc, ils essayent pendant 15 jours d'en construire une et ils n'arrivent pas à faire comme les indigènes, à construire avec un seul tronc d'arbre. Donc, c'est quelque chose d'assez d'assez important aussi de voir ces photos. Là, je vous ai mis l'appareil photo pour une raison très simple. Euh, on suppose, hein, avec ma collègue euh, chez la docente, parce qu'elle ne donne pas le nom de son appareil photo, mais il y a des indices qui nous font penser que c'est certainement un Maddox. En tout cas, ça ressemble à ce genre d'appareil photo. Et je vous le montre parce que pendant l'expédition, et certainement dans les autres également, mais dans l'expédition du voyage au Mapuera, qui est ce- ce récit de voyage qui sortira en début février, l'appareil photo tombe à l'eau. Et vraiment, il a dû vraiment tomber à l'eau et être un peu inutilisable pendant quelque temps parce qu'elle le dit dans le récit. Et évidemment, par conséquent, les photos qui sont incluses dans ce récit sont de très mauvaise qualité, de moins bonnes encore que celles que je viens de vous montrer. Donc, on pourrait se demander pourquoi publier des photos de mauvaise qualité, mais parce qu'elles ont un aspect historique, hein, indéniable. Donc, chaque photographie est un moment privilégié et transformé en petit objet que l'on peut conserver et contempler à plusieurs reprises. Donc, en incluant ces photos, à mon avis, même Octavie Coudreau montre combien celles-ci sont témoins d'une inexorable dissolution du temps, précisément parce qu'elle sélectionne et fixe un moment particulier. Donc, comme les photos permettent d'enregistrer ce qui disparaît, nous avons décidé de les conserver et elles existent dans le, dans le récit de voyage publié en France de Marie-Octavie Coudreau. Donc, il y a aussi une certaine éthique à maintenir lorsqu'on traduit. Ne pas trop toucher au texte, ni même à l'iconographie. En tout cas, c'est mon point de vue en ce qui concerne ce texte. Voici quelques-unes de ces photos après que l'appareil soit tombé à l'eau. Là, vous avez un pedrao, c'est ce qu'elle écrit, un pedrao. En fait, pedras sont des rochers, des pierres au milieu des grands fleuves et qui font obstacle à la navigation. Et bien souvent, la pirogue doit être transportée à la main par les marins, mis à terre, débarquant les provisions et tout ce qui se trouve dans la pirogue, et pour repartir un peu plus loin
Mais parfois, il y a des bras de fleuves qui empêchent de naviguer pour très longtemps, puisque il y a certains endroits où il y a énormément d'obstacles comme ça dans les rivières. Euh, la suivante. Ça, c'est la première maison de seringueiro. C'est la même chose, hein. En fait, ce sont les gens qui collectent le latex des EVA, ces arbres qu'on appelle arbres à caoutchouc. En portugais, ce sont des seringueiras. Et, et donc, cette photo sur la maison de ces gens qui collectent le latex. Et la deuxième, l'indigène Waiwai, qui sont des indigènes du nord de l'État du Pará. Je vous ai promis que je pense que je peux encore, j'ai un petit peu de temps, pas trop, mais un petit peu, pour vous présenter quelques-unes des stratégies de traduction. Alors, par exemple, là, je vous ai mis le texte de Marie-Octavie Coudreau, qui rédige en français son texte comme en introduisant du vocabulaire qui concerne souvent la nature, la faune, la flore, en portugais, à l'intérieur de son texte en français, ou bien en langue indigène, en général c'est du tupi-guarani, et qu'elle insère donc dans son texte en français. Alors vous voyez là le début. Alors pour montrer au public, au lecteur brésilien, qu'en français, le texte, que le lecteur brésilien n'a accès qu'au texte en portugais, qu'il y avait en français un texte très hybride, très exotisé, avec énormément de mots ou d'expressions en langue indigène ou en portugais. Nous avons décidé parce que ce sont des termes tout à fait usuels pour les Brésiliens, nous avons donc décidé de les mettre en italique dans le texte. Et évidemment, dans la partie introductive, dans la préface, nous le disons. Tout ce que vous verrez en italique, ce sont des termes qui étaient déjà dans le texte en français. Alors vous le voyez là. euh, Je désirais en acheter, texte d'Octavie Coudreau, je désirais en acheter quelques-unes pour Martinho, qui, dans l'état où il est, ne peut pas manger de la carne seca. Hélas, mon désir n'a pas été satisfait. La donna de casa ne veut rien vendre. Et elle me donne comme explication que toutes les poules ici présentes ont des propriétaires différents. Elles sont arrivées dans un village et ils voulaient acheter des poules et on n'a pas voulu leur vendre. Alors en portugais, la traduction une des traductions possibles, hein, puisqu'il n'existe pas une seule traduction possible. Gostaria de comprar algumas para Martinho, que no estádio que se encontra não pode comer carne seca. Infelizmente, meu desejo não foi satisfeito. A dona de casa não quer vender nada e me dá como desculpa que todas as galinhas aqui têm donos diferentes. Ensuite, euh, j'ai pris un autre exemple, mais c'est toutes les pages. Je n'ai pas vraiment choisi euh, un endroit dans le texte, un extrait textuel où il y avait particulièrement des mots en portugais ou des mots en langues indigènes. Non, c'est tout le texte, à toutes les pages. Le vieux Bénédicte boit le tafia, comme si c'était de l'eau. Et Callisto, tout en aimant énormément le tafia, a un goût plus prononcé pour la graisse, qu'il mange à pleine cuillerée quand il croit ne pas être vu. Nous dormons dans la casa de Sainte-Anne. Quelle nuit je pince. 5 chiens d'une maigreur affreuse se promènent toute la nuit et passent sous mon hamac. Ils viennent gratter leurs puces près de moi. C'est presque la maloca indienne. Alors la traduction, o velho Benedito bebe tafia, como se fosse água. E Calixto, mesmo gostando muito de tafia, prefere ainda mais a banha, que come de colher, quando pensa que ninguém o vê. Nós dormimos na casa de Santana. Que noite! 5 cães de uma magreza pavorosa passeiam a noite inteira e passam debaixo da minha rede. Vêm coçar suas pulgas perto de mim e quase a maloca indígena. Et le dernier petit exemple, euh, je passe bravement sur quelques petits inconvénients d'odeur et de malpropreté, Marie-Aurélie Coudreau, hein, le texte, inconvénients qui ne paraissent pas du tout incommoder mon tamouchi. Je m'assieds à côté de lui et nous causons en Wayane.
Voici à peu près le résumé de notre conversation. Où vas-tu? Me demande-t-il. Je vais voir les campes. Alors en portugais, traduction possible. Corajosamente passo por alguns pequenos inconvenientes de cheiros e sujeiras, inconvenientes que parecem não incomodarem nada meu tamushi. Sinto-me ao lado dele e conversamos em Waiana. Aqui está um resumo aproximado da nossa conversa. Onde você vai? Ele me pergunta. Eu vou ver os campos. Donc ça vous donne quand même déjà une idée du travail qu'il a fallu faire pour traduire. Dans cette diapo, il est question d'éthique du traduire. C'est un texte d'un autre temps, c'est un texte il y a plus de 120 ans. Donc, au nom de l'éthique, là je vous le lis de la diapo, nous devons au texte traduit et au lecteur, nous avons conservé le terme indien dans notre traduction. Je vous dis ça puisqu'au Brésil, on n'utilise plus ce terme. Le terme utilisé est indigène, indígena, qui est ce qu'on utilise ici au Brésil. En France, vous utilisez autochtone. Au Brésil, c'est indígena. Mais du temps de Marie-Octavie Coudreau, le terme était indien. Et donc, il y a un auteur qui est d'ailleurs qui a fait un doctorat, Daniel Munduruku, qui est du groupe Munduruku. En général, les indigènes au Brésil ont un premier prénom ou plusieurs. Et le nom de famille, c'est le nom de l'ethnie à laquelle ils appartiennent. Donc Daniel Munduruku, euh, c'est plusieurs fois prononcé à ce sujet, vous le voyez sur la diapo. Il dit que le mot indien renvoie à des préjugés et que l'idée d'indigène, quand on écoute indien, c'est une idée d'un indigène sauvage. Donc pour lui, cela appartient au passé et cache toute la diversité des peuples indigènes. Donc le mot indigène signifie originaire. En portugais, on dit les peuples originaires, os povos originários. Celui qui était là avant les autres, explique Daniel Munduruku, qui est donc membre de ce peuple indigène qui transite entre la région du Pará, l'Amazonas et le Mato Grosso. Et à l'époque où les récits et le voyage de Marie-Octavie Coudreau ont eu lieu, les indigènes étaient considérés comme des sauvages. Elle le dit d'ailleurs à plusieurs reprises dans ses écrits, euh, et souvent de manière très péjorative. Alors, afin de respecter une certaine éthique vis-à-vis du texte original et de montrer l'idéologie existante à cette époque-là, euh, et des contemporains de Marie-Octavie Coudreau, nous avons traduit indien par indio et non pas par indigène comme nous l'aurions fait avec un texte contemporain. Voyons voir. La rétroconversion, c'est quelque chose qu'on a utilisé. Je vous rappelle que je suis dans les stratégies de traduction parce que Marie-Octavie Coudreau euh, parlait portugais, certainement, mais surtout, elle avait parfois du mal à comprendre certains toponymes particulièrement. Et donc, pour traduire le nom des villes, des villages, euh, aldeias, euh, ou bien de certains fleuves, ou d'igarapé, ou des îles, etc. Elle l'a fait d'oreille, hein, elle l'a fait de sa mémoire orale. Sauf que le lecteur de nos traductions sont des lecteurs brésiliens qui connaissent ou qui ont entendu parler, qui peuvent chercher des lieux qui appartiennent à la culture locale. Donc il a fallu essayer de comprendre à quoi Marie-Octavie Coudreau se référait pour pouvoir les trouver. Je crois que je vous ai... Ah voilà les exemples, vous les avez. Hein. Par exemple, la ville de Obidas, dans l'état du Pará, le nom correct est Óbidos, hein, qui est située sur une des rives du fleuve Amazone, entre Alenquer, toutes ces villes existent encore, hein, Alenquer et Oriximiná. Ça, ce ne sont pas les pires, mais d'autres, par exemple, le, le suivant,
Arapekuru, Arapekuru, c'est ce qu'elle dit. Mais en fait, il s'agit d'un autre fleuve. Celui-là, il n'existe pas en portugais. Donc, on a tout vérifié. À chaque fois qu'il y avait le nom d'un lieu, d'un fleuve, on a tout vérifié parce que le fleuve, par exemple, s'appelait Erepekuru. La lagune qu'elle nomme Jaruaca, c'est Juruaca. Et ça change beaucoup parce qu'après, on ne les retrouve plus dans les cartes. Et de toute façon, il faut savoir situer où elle est dans la carte pour pouvoir essayer de retrouver tous ces termes, euh, puisque certains n'existent plus. Par exemple, ce qu'elle appelle île, ce sont des monticules de terre au milieu d'un grand fleuve. Donc, pas toujours évident de le localiser. Et peut-être même parfois, il n'existe plus. Euh, Excusez-moi, je ne sais pas quelle est cette... ah oui. Donc ici, par exemple, elle décrit, et elle le fait dans plusieurs de ses ouvrages, comme le font beaucoup de voyageurs, surtout ceux qui font des recherches ethnographiques, euh, la description des dialectes, des langues indigènes. Et donc là, elle décrit dans Voyage à Okurua, il y a à peu près une dizaine de pages sur la langue des indigènes à Paraí. Alors, comment est-ce qu'on allait présenter cette traduction au public brésilien? La question est, vous le voyez dans la diapo. Alors, les premiers, c'est ciel. Donc, on a décidé de garder son tableau. Ciel, elle a entendu, elle avait un informateur indigène, hein. Elle a entendu Capu, elle l'a transcrit comme une Française l'aurait transcrit. Un Brésilien ne l'aurait certainement pas transcrit comme ça. Donc nous avons décidé de ne pas y toucher parce que ça peut être Kupu, Kupo, ça peut être d'autres choses. Donc on a décidé et de laisser ça aux linguistes qui veulent bien étudier ces langues appareillées. Il y a d'autres textes qui parlent de cette langue appareillée et de mettre le portugais entre parenthèses à côté de la traduction en français qui est ciel. C'est étrange parce qu'elle l'a présenté d'une manière différente de la manière dont on présente normalement les traductions, c'est-à-dire quand on le fait en colonne, à gauche c'est toujours l'original et à droite la traduction. Elle a fait le contraire, elle a présenté à gauche sa traduction en français et à droite ce qu'elle a entendu de son informateur de la langue Aparaí. Les Aparaí et les Wayanes sont répartis entre les fleuves, le fleuve Parou, le fleuve Maroni en Guyane française et Tapanoani au Suriname. Elle est dans cette région-là. Et donc nous avons évidemment consulté des cartes, mais pas seulement des cartes, également des thèses d'ethnographie, parce que parfois les cartes ne nous renseignaient pas suffisamment. Et il ne reste, d'après l'Institut du socio-ambiental, environ, ce sont des données de 2021, 800 indigènes qui parlent, 800, qui parlent la langue aparaï. Alors évidemment, c'est un nombre de personnes relativement restreint, mais ce sont les derniers. Elle est considérée comme un patrimoine culturel important, très important pour la région amazonienne. Et elle est valorisée pour sa richesse historique et sa diversité linguistique. Et donc, en tant que traductrice, nous avons estimé que nous ne pouvions pas toucher à la transcription de Marie-Octavie Coudreau. Et donc, notre stratégie est celle que vous voyez à l'écran. J'ai encore 5 minutes. J'ai presque fini. De toute façon, je vais parler 5 minutes. Oui, j'ai presque terminé. J'aimerais ajouter que la traduction des récits de voyage permet aux chercheurs d'adopter un regard critique à travers une approche théorique contemporaine et novatrice dans les études de la traduction, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, principalement quand il s'agit d'éco-traduction. Et comme le disait Cronin,
le défi est désormais de placer la traduction au cœur du dialogue sur l'avenir de notre planète partagée. Pardon. Non, ça, je ne vous l'ai pas mis sur la diapo. Mais la manière une possible première esquisse de la théorie de l'éco-traduction pourrait conduire à étudier la manière dont les traducteurs traduisent la nature, les règnes animal, végétal et minéral présents dans les œuvres, décrire le monde naturel afin d'examiner les fonctions et les effets des stratégies rhétoriques et des figures de style utilisées par les auteurs et a fortiori par les traducteurs, tout en prenant conscience de la valeur de la nature, analyser les relations entre la nature et l'homme dans la littérature traduite, explorer les débuts de l'internationalisation de la littérature brésilienne, c'est-à-dire à partir des traductions d'œuvres du 19e siècle, dans mon cas, 19e siècle au 21e siècle, et d'où l'importance d'utiliser et d'élaborer des postulats conceptualisant l'éco-traduction, en supposant que l'écologie naturelle et les processus de traduction partagent une série de caractéristiques constitutives. Donc l'éco-traduction peut être ainsi envisagée comme une théorie de la traduction et une réflexion éthique sur la pratique de traduire, permettant d'examiner et de réfléchir sur la manière de traduire les récits de voyage et sur l'impact de ceux-ci sur l'histoire des mentalités et des perceptions de l'histoire et des perceptions de la nature, etc. Et finalement, je pense que des publications, des livres, des études abordant les questions d'entropie vont très probablement se multiplier dans les prochains mois, dans les années à venir. Nous n'en sommes qu'au début. Euh, c'est le cas, par exemple, de ces récits de voyage qui fournissent des informations si précieuses pour l'histoire des relations à l'échelle internationale, l'histoire sociale, l'histoire politique des régions traversées par ces voyageurs qui participent à cette histoire des cultures matérielles et immatérielles. Voilà, je crois que c'est ça. Je vous ai mis les références. Je peux vous envoyer de toute façon mes notes sans aucun problème. Et je vous remercie beaucoup. C'est nous qui te remercions, Marie-Hélène. Alors, je ne sais plus si on se vous voit ou si on se tutoie. Ah, mais on se tutoie. Écoute, je suis très content que tu sois intervenu dans notre cycle parce que aucune intervention n'avait porté sur l'éco-traduction. Donc, c'est vraiment une approche pour nous, enfin en tout cas pour moi, je ne sais pas si mes collègues connaissaient cette approche, mais enfin pour moi, c'est une découverte. Donc, je te remercie beaucoup. C'est moi. Tu sais, Voilà. Jouan, en France, il y a quelques personnes qui travaillent, qui commencent, parce qu'on en est au début, évidemment. Je pense que cette pandémie nous a tous un peu transformés. Il y a un texte, je l'ai commandé et qui n'est pas en open access, c'est pour ça que j'insiste en disant ça, c'est dommage que je l'aurais déjà lu. Il y a un texte de Tiffany Samoyo qui s'appelle La traduction durable, qui est sorti en 2024. Attends, je vais te le copier. On peut copier ça dans le. Il y a un chat dans. Oui. Mais on a bien entendu la traduction durable publiée en 2024. Voilà, je vous l'ai mis dans le chat. Merci. D'après ce que j'ai lu, des critiques à ce sujet, mais quand j'aurai l'article, je vous en dirai plus. Elle considère que l'éco-traduction est un champ de recherche qui recouvre plusieurs domaines d'études. Alors, du plus pragmatique, l'impact de la traduction de la planète, sur la planète, et aussi théorique, qui est la traduction de la nature, comme je vous disais, la traduction et l'écosystème des langues, etc. Et donc, elle met l'accent sur la durée de vie de la traduction, sur sa durabilité au sens écologique du terme. Ça doit être très intéressant. Il n'y a pas qu'elle, il y a d'autres articles dans ce numéro.
mais je, je n'ai pas accès et je l'attends. Donc, Voilà. il y a plusieurs textes hein, qui parlent d'éco-traduction et en France, c'est le début aussi. Donc, moi aussi, si vous en avez à me passer, je serai contente. J'accepte. Alors, je ne sais pas si les collègues ont des questions. Moi, j'en ai un certain nombre, mais je ne les poserai pas toutes. Mais je ne sais pas si quelqu'un veut commencer ou si je commence par une. Je sais pas. Je- alors, je peux. Il y a Élise là, qui est en train d'écrire, mais en attendant, oui, tu peux peut-être. Alors, moi, oui. Alors, c'est quand tu as commenté le glossaire. Euh, euh, je me suis demandé si ce glossaire n'avait pas été aussi élaboré par l'autrice en pensant éventuellement à d'autres explorateurs qui pourraient venir après elle et donc pour finalement leur faciliter la tâche. Ah oui, oui, mais Euh, tu as raison. Son propre mari, tu parles de cette liste-là de termes en oui, appareil. Hein. c'est ça. Son mari avait aussi été dans une de ces, dans un de ces villages indigènes. Il avait aussi commencé à décrire. Bon, j'ai pas fait la comparaison parce que bon, ça c'est pas non plus trop mon domaine, mais il avait commencé à décrire cette langue et justement. Ils se lisent tous entre eux. Elle a lu La Condamine, elle a lu tous ces grands voyageurs. Ils se lisent tous entre eux. Ils ne vont pas affronter la forêt Et est-ce amazonienne. elle les mentionne clairement, par exemple, quand tu parles de la Condamine, elle mentionne d'autres explorateurs explicitement? Elle mentionne La Condamine, pas dans celui-là, dans Voyage aux trombettes, qui est le premier, vous vous souvenez, le premier des textes qui, qu'elle a écrit parce que c'est un texte qui a été qu'elle a écrit avec les notes de son mari. Donc lui mentionne la condamine. Il mentionne tous. Il y a un prêtre qui s'appelle Père Nicolo, si je me souviens bien, qu'il mentionne aussi, mais qui a laissé des textes écrits. Ils se lisent parce qu'ils ont besoin. Ils ne vont pas réécrire ce qui a déjà été. Ils ne vont pas décrire ce qui a déjà été décrit. Ils le prennent comme déjà acquis. Et donc, elle, ce qu'elle fait, elle va dans une région où des explorateurs se sont aussi promenés et ont également essayé de décrire les rivières, parce qu'évidemment, c'était le seul moyen. Elle a laissé énormément de cartes où elle dessine, ah, ici, il y a telle ethnie indigène, dans cette autre, près de cette autre rivière, il y a un petit village. Elle décrit comme elle peut. Et parfois, elle dit, comme je l'ai lu dans telle œuvre, je les ai repérés, je sais pourquoi je vais là, parce que il y a telle ou telle chose. Des fois, elle ne les trouve pas. Peut-être parce qu'elle s'est trompée de rive, elle s'est trompée, parce que ce sont des rivières, ce ne sont pas des rivières, ce sont des fleuves. L'Amazone, on l'appelle le fleuve tiret mer, parce qu'ils se sont, je ne sais pas, il y a 400 kilomètres de largeur à certains endroits. Ce sont des fleuves, on ne voit pas les rives. Donc, si elle s'est trompée de bras de fleuve, peut-être qu'elle ne retrouve pas parfois ce qu'elle a lu dans les, euh, dans les autres écrits laissés par les voyageurs. Et puis, il y a des aventuriers. Il y a ceux qui sont allés là pour changer de vie, pour découvrir, pour prendre de l'or ou prendre des pierres précieuses. C'est le cas de cette aventurière dont je vous parlais. Son texte est dans le premier numéro, si je ne me trompe pas, de Traduzi d'Amazona. Elle ne décrit rien. Elle ne décrit rien parce que ce n'est pas sa formation. Elle y va pour avec d'autres objectifs. Tandis que Marie-Octavie Coudreau, elle décrit, elle dessine, elle mesure toutes les fins. Je ne vous l'ai pas montré, j'aurais pu et j'aurais dû. Toutes les fins de ses récits de voyage. Elle note euh, comment on dit, elle note la latitude, la longitude par rapport à Paris, parce qu'elle a des instruments, elle n'a pas seulement l'appareil photo, elle a hérité des instruments de son mari. Hein. Elle a continué seule, en fait. Hein. Elle a fait encore cinq voyages scientifiques, en fait, hein, puisqu'elle a été,
Elle a été engagée pour cela, hein, par le gouvernement du Pará et le gouvernement d'Amazonas. Elle a été engagée pour dessiner les régions. Et dans le dernier numéro, dont je n'ai pas le texte ici, dans le dernier récit, vous vous souvenez, c'est la couverture orange, elle dit tout de suite, d'emblée, dès le début du récit, elle a été payée pour, pas payée, elle dit pas payée, elle dit elle a été engagée pour repérer les régions où il y a ces EVA, hein, ces seringueiras, parce que euh, pour voir si c'était colonisable. Parce que tous ces voyages financés par, que ce soit par l'État français au début avec la Guyane ou après même par les États brésiliens, c'était pour essayer d'habiter ces régions. Bon, ça n'a pas vraiment été le cas parce que euh, pour ceux qui connaissent la Guyane française, c'est plutôt, euh, c'est plutôt un peu, comment je vais dire, c'est plutôt un peu un État euh, qui ne, qui, non seulement qui n'explore pas la forêt, mais à bon escient, hein, pas explorer la forêt, mais qui ne la considère pas. Donc, non, je ne sais pas comment l'avenir nous le dira. Je ne sais pas. Merci. Est-ce qu'il y a des questions? Sinon, je poursuis. Euh, J'aimerais juste intervenir une minute. J'ai trouvé passionnante ton intervention, Marie-Hélène. C'est Merci. vrai que je n'ai jamais entendu parler d'éco-traduction en France. En revanche, au Brésil, on entend de plus en plus et j'ai l'impression que Oui, euh, aussi bien l'éco-traduction comme je ne sais pas si je peux dire un renouveau, parce que c'est pas si vieux que ça, de l'éco-critique, c'est très, aujourd'hui, très en vogue au Brésil dans les recherches. Et oui, d'ailleurs, oui, je fais partie d'un groupe qui travaille l'éco-critique. Je trouve que c'est passionnant et ça donne une autre perspective de recherche. tout à fait. Tu as raison, Concession. Il y a eu pendant la pandémie plusieurs groupes de recherche qui ont fait des publications, parce que c'est la seule manière que l'on ait de savoir ce que font les gens, c'est de les publier et de les disponibiliser, bien entendu. Il y a à l'université que tu connais, la Revista Aller de l'Université fédérale de Rio de Janeiro, qui a publié, si je ne me trompe pas, en 2021, tout un dossier sur Habitat la Terre, Oui. poésie latino-américaine, merveilleux. Mhm. Il y a eu aussi une autre, aussi de l'État de Rio de Janeiro, mais d'une autre université, c'est de la Université fédérale Fluminense. Là, en 2023, la revue Graguata, qui a publié également un numéro sur la littérature acho que era natureza, literatura, compromisso ético, olhares éco-críticos, quelque chose comme ça. Parce que, évidemment, la littérature et la traduction sont liées, en tout cas dans mon cas, je travaille avec des textes littéraires, donc, mais avec évidemment un regard vers la traduction. Et pourquoi est-ce qu'on a traduit pourquoi est-ce on traduit ces récits de voyage? Euh, Et il y a un lien avec la contemporanéité, bien évidemment, hein. Bien sûr. D'abord, je fais partie, comme tu l'as dit, on fait tous partie de groupes de recherche, on ne travaille pas tout seul. Euh, à l'Université fédérale de Santa Catarina, euh, ce groupe qui se consacre à la traduction de récits de voyage est en fait un groupe qui analyse aussi l'idéologie sous-jacente à ces textes qui sont inédits et D'accord. tu vois, et qui n'ont jamais été lus par le lecteur brésilien, mais qui parlent de la propre histoire du Brésil. Je ne sais pas si tu vois Sûr. la question. Et ce groupe, en fait, hein, il, euh, on essaye de faire partie ou de retracer une histoire de la traduction qui a été complètement invisibilisée, qui a été complètement les textes ne sont pas toujours évidents à trouver non plus. Bon, on a de la chance, on a des sites comme vous connaissez, comment ça se dit en français ça?
archive.org, ce genre de Oui. site. Parfois, on trouve les textes là. Sinon, il y a aussi en Guyane française, là j'ai oublié le lien, mais on a parfois des difficultés à trouver ces textes. Donc, c'est une manière aussi de refaire surgir des textes et de les offrir au public brésilien sur sa propre histoire. Tu vois? Oui, tout à fait. Et je trouvais aussi, Marie-Hélène, très intéressant quand tu as dit que finalement, la traduction, c'était presque un prétexte pour faire une étude critique sur les œuvres. Et la question que je me posais, est si les mêmes personnes qui traduisaient, écrivaient l'article critique ou théorique ou Oui, pas, ou si c'est... D'accord. oui. Ce serait une autre. On pourrait faire l'essai d'ailleurs un jour oh, ça me prendrait plus de temps parce qu'il faudrait que les chercheurs donnent leur traduction et écrivent de Oui, leur côté leur article critique et le donner à d'autres personnes. C'est pas la même chose quand tu traduis, tu fais des choix. Tu fais des bien choix, sûr. tu connais ton texte pratiquement par cœur, tu l'internalises. Tu internalises son texte original et après, comme disaient on dit les modernistes, tu recraches ton propre texte. Moi, je considère le traducteur comme un auteur. C'est ma position, hein. Le Mhm. traducteur est l'auteur du texte qu'il écrit. Évidemment, c'est un auteur différent puisqu'il part d'un premier texte, l'original. La traduction est un autre original qui est faite, évidemment, avec des liens particuliers avec un texte qui la précède. Mais ça n'empêche pas qu'il soit quand même un auteur. Donc cet auteur va euh, théoriser et expliquer les choix et pourquoi. Parce qu'on fait beaucoup de choix quand on traduit. Je ne suis pas particulièrement satisfaite de ce tableau-là que je vous ai montré. Parce qu'on a essayé de tourner ça dans tous les sens pour ne pas invisibiliser le, la, la, les termes transcrits par Marie-Octavie Coudreau en français de la langue aparaï. On a été obligé de les garder parce qu'elle ne les a peut-être pas bien entendus, elle les a peut-être mal transcrits. Ça, c'est pas le fait du traducteur, on n'est pas là pour corriger l'auteur. Donc le seul moyen, c'était de le, de le, de le restituer presque intégralement avec la traduction en portugais de chaque terme en français. Parce que moi, je ne suis pas sûr que capou, ça veut dire ciel. Je ne sais pas. C'est ce que dit Marie-Octavie Coudreau. Donc moi, tout ce que je sais en tant que traductrice, c'est que euh, ciel en portugais, c'est céu. Maintenant, capou, je ne sais pas. Un Brésilien ne dirait jamais capou. Ce serait différent. Donc, on fait des choix. Je ne sais pas si c'est toujours les bons choix. Le choix dans les exemples que je vous ai montrés, d'utiliser l'italique, c'était juste pour montrer, comme ce texte est parsemé de termes étrangers et sincèrement, pour un Français qui n'a pas l'habitude de ces termes, ni ne connaît même pas le Brésil, à mon avis, c'est un peu, euh, c'est presque pas lisible. D'accord. Mhm. Et c'était Certainement, oui. pour montrer aux lecteurs brésiliens que ce texte est parsemé d'une autre langue qui a envahi le texte de Marie-Octavie Coudreau parce qu'elle n'avait pas de vocabulaire pour, hein, en français. Tous ces animaux, par exemple, Anta, elle l'appelle, alors je ne sais plus dans quel, peut-être Comina, ou alors Trombetta. Elle dit que c'est un petit éléphant avec un petit veau avec une trompe, parce qu'elle n'a pas le terme en français, donc elle utilise ce qu'elle connaît. Elle sait ce que Mhm. c'est, elle sait ce que c'est un éléphant, elle sait ce que c'est un petit veau, et un hunt, elle a petite trompe comme ça. Bon, alors c'est ce qu'elle dit. Donc elle n'a pas les termes, elle découvre tous ces gens, et elle encore, c'est la fin du 19e, début du 20e. Mais j'ai des collègues vous verrez si vous avez l'occasion de feuilleter Cadernos et Tradução, qui traduisent des textes du 17e, du 18e, où là encore, on connaît encore moins de choses qu'à l'époque, évidemment, de Marie-Octavie Coudreau. Il y a quand même 60% du territoire, 60, je crois que 59 quelque chose, 60%, comme tu le sais, du territoire brésilien qui est couvert par l'Amazonie. Il y a des endroits très, très reculés.
En tout cas, l'année dernière, je suis allée à Oiapoque, qui est à la frontière avec la Guyane française. Déjà pour accéder jusqu'à Oiapoque, il y a une route de, je sais pas, 160-200 km qu'on a fait en 17 heures, hein, parce qu'il n'y a pas de route. Enfin, il y a un semblant de route. Et une fois arrivé là-bas, c'est pareil, c'est des endroits très reculés, avec d'autres règles, d'autres lois, d'autres mentalités, d'autres tout. Donc c'est vrai que on va souvent en Amazonie. Moi, j'y vais très souvent. Et ça change tout. On n'est pas seulement cantonné à la lecture du livre en français pour après le traduire. On fait partie de projets. Alors, un de la CAPS, comme je vous l'ai dit, mais je ne voulais pas parler de l'autre. L'autre, c'est avec le CNPq. C'est un projet ce sont des projets interdisciplinaires. Alors, dans ces projets, il y a nous, hein, qui sommes de lettres, mais il y a des gens d'ethnographie, d'ingénierie mécanique, ingénierie mécanique, et il y a des ethnologues, il y a des anthropologues, et chacun fait à sa manière son travail dans ces régions. Donc on a beaucoup de contacts qui nous enrichissent à un point et qui sont financés financés dans le sens comme vous le savez, et je dis ça aussi pour le public surtout, le Brésil est très grand, donc pour pouvoir aller dans ces endroits, il nous faut des billets d'avion, hein, il faut payer l'hôtel, il faut payer le, le, le type qui vous emmène en petit canot d'une rive à l'autre, etc. Donc il y a beaucoup de contraintes, et ça prend beaucoup de temps. Mais cette éco-traduction, et dans ce projet, nous, on travaille avec le nomadisme. On travaille avec l'éco-traduction comme théorie nomade. Vous savez, cette théorie, hein, ça aussi, c'est un peu dans l'air du temps. Euh, Ce sont des théories mobiles, fluides, qui s'adaptent d'un champ de recherche à un autre et qui font. Et et qui pour nous, la traduction en elle-même, hein, c'est l'essence de la traduction, de pouvoir avoir la chance de circuler entre les champs de recherche. Donc, c'est ces théories hybrides, hein. Je ne Par sais pas exemple, oui, oui, je t'en prie. si je peux poser une dernière question, mais je t'ai coupé là. Non, non, vas-y, je t'en prie. Oui, là, je voulais poser une question sur l'exploratrice elle-même. Oui, Euh, bon, tu as dit qu'au début, elle avait voyagé au Brésil avec son mari oui, et qu'ensuite, après sa mort, elle a continué à voyager oui, et à faire donc des voyages scientifiques. oui, Or, à l'époque de l'autrice, les femmes scientifiques n'étaient pas prises au sérieux. On partait du principe que les sciences n'étaient pas faites pour les femmes. Alors, est-ce que tu sais quelque chose sur comment cette femme était perçue en France, comment ces textes étaient reçus, ou voilà, ou oui. pas? Au Brésil, je peux te le dire, en France, moins. Mais en fait, ce couple, Coudreau, lui, il était prof d'histoire géo. Et il a demandé sa mutation dans une école en Guyane. Et donc, elle l'a accompagnée. Et il a commencé à faire des voyages et à décrire et à écrire. Il a écrit énormément de livres. Je vais pas beaucoup parler de lui parce que on ne parle toujours que de lui et d'elle jamais. Donc j'ai fait ça exprès. Mais il est très connu. Il a publié énormément de récits de voyage. Certains sont traduits en portugais, d'autres moins. Mais alors elle n'est pas du tout traduite. Donc elle l'accompagnait. C'est elle qui a toujours pris les photos. Il le dit dans certains récits de ses voyages. Elle a toujours pris les photos. Elle a toujours dessiné avec lui. Donc, elle savait faire le travail. Elle connaissait, elle passait des semaines et des semaines. Vous avez vu les dates, hein, des récits de voyage. C'est quelques mois, hein, c'est 4, 5, 6 mois. Et puis, après, il revenait. Donc, elle a toujours... il revenait. Il rentrait à Belém, par exemple. Mais ils ont été... lui, il a été contracté pour faire ses relevés. Euh, et il est mort au milieu d'une grande expédition. Il est mort de la fièvre, quelle fièvre? Fièvre jaune, je crois. Je ne sais plus quelle fièvre. Elle l'a enterré
Et puis après, elle l'a ramené en France. Elle est revenue au bout de la dernière, elle l'a ramené. Elle a mis la croix, elle a repéré l'endroit, parce qu'elle savait se repérer dans la forêt, et elle a ramené ses ossements. Il est enterré à Angoulême, au cimetière d'Angoulême. Elle, euh, elle était, vous avez vu les photos que je vous ai montrées. Euh, Elle était très masculine déjà. Donc, ce chef Tamouchi, pour l'anecdote, quand elle arrive dans ce village, bien sûr, ils sont très méfiants, hein. Ils ont toujours peur qu'on les tue, qu'on amène leurs femmes. Donc, ils cachent les femmes. Et puis, il dit qu'il y a qu'elle qui peut rentrer dans le village et les autres restent sur la rivière. Et alors, il pense que c'est un homme. Alors, il se méfie d'elle, etc. Et à un moment donné, elle se rend compte parce qu'elle parle un peu, elle parlait un peu la Paraï, elle parlait Pianacoto, elle parlait certains, à force, hein, elle a passé des années dans cette forêt. Et alors, à un moment donné, elle lui a dit, mais non, mais moi, je suis une femme. Et alors, elle a ouvert son petit truc là, elle a montré sa poitrine et elle a refermé. À partir de là, les femmes sont arrivées, ils ont fait des échanges parce qu'ils voulaient toujours. Elle voulait de la viande, elle voulait du manioc, elle voulait un peu de nourriture c'est ce qu'ils demandaient, hein. C'est ce qu'il y avait de toute façon. Des bananes, du manioc et des viandes séchées. Et les indigènes, eux, voulaient des couteaux, des dagues, des trucs, là, comment ça s'appelle en français? Anzol para pescar. Des hameçons. Ouais. Et voilà, donc il faisait des échanges. Mais il ne l'a fait que quand il a perçu que c'était une femme. Donc, ok, elle était très bien vue en tant que femme chez les indigènes. Maintenant, elle a été quand même contractée par l'État du Pará et l'État d'Amazonas en tant que femme pour faire ses relevés parce qu'elle avait la compétence. Alors, je ne dis pas qu'ils étaient plus ouverts qu'ailleurs, mais en tout cas, elle a prouvé qu'elle avait la compétence et on l'a laissé faire. Puis après, elle est rentrée en France. En France, elle a publié, puisque ces livres-là ont été publiés. Je ne sais pas si j'ai le. Si j'ai le. C'est l'Allure. Tous ces livres ont été publiés au même endroit. Mais je ne sais pas la réception en France. Moi, est-ce que je me suis consacrée? Mais c'est une très bonne question. Et, et, et je vais en tenir compte dans mes prochaines. Oui, parce que, évidemment, moi, je suis au Brésil, donc je regarde la réception plus ou moins ici au Brésil. Puis l'idée, c'est de faire connaître des textes inconnus et surtout qui font partie de l'histoire, pas seulement littéraire, mais de l'histoire du pays. Et oui, non, en France, je ne me suis pas penchée vraiment sur la question. Mais je vais le faire. Très bien, merci. Bon, je ne sais pas s'il y a d'autres questions, sinon on va libérer Oui, Marie-Hélène. merci beaucoup à vous. En tout cas, c'est nous qui te remercions. Ça a été très intéressant. Voilà. Et puis, on va garder le contact parce que une Oui, publication sera faite hein, quand on aura fini d'accord, le cycle. On finira le cycle là au premier semestre. Et donc, après, ben, je contacterai toutes les personnes, dont toi, d'accord. pour commencer à envoyer les textes en vue de leur publication. Oui, et bravo pour cette initiative Alors, parce que je suis rentrée dans votre site et j'ai vu qu'il y avait beaucoup d'invités avec des thèmes tout aussi intéressants les uns que les autres et vraiment très différents, comme vous l'avez dit, très différents les uns des autres. Et c'est bien, c'est ce qui fait la richesse de nos recherches. Je vous en remercie tout beaucoup, beaucoup, cas, beaucoup. merci beaucoup, Marie-Hélène. Merci à toutes Merci, et à tous. Et Marie-Hélène. puis, à bientôt. À Et merci, bientôt. Constance, d'avoir créé À le lien. bientôt. Merci au Ciao, public ciao. Au aussi. À revoir, bientôt. Marie-Hélène. Au Au revoir. Ciao, revoir. ciao. Obrigada. Tchau. Ciao. João Carlos, podemos falar um minutinho? Oh. Ei, querida. Ça va? Je ne t'entends pas. Pardon, j'ai oublié. Tu vas Comment bien? vas-tu? Bien, et Oui, toi? oui, oui, ça va. Je suis un peu, on va dire, un peu fatiguée alors qu'on est en début d'année. Mais c'est pas grave, ça va Oui, aller. mais c'est normal. On est en début d'année, mais on n'est pas en début de semestre, hein. On est quand même assez. Moi aussi, je suis fatiguée et j'ai plus envie. Alors qu'on n'a Oui, même pas c'est ça. commencé le semestre. Aïe, Oui, c'est aïe. ça. Non, non, moi j'avais, mis à part l'université où j'ai pas envie, après, depuis quelques mois, j'ai des soucis avec ma maman. Alors, du coup, c'est débordé, tu vois. Mais Ah, c'était, d'accord.
Voilà. Et après à l'université, en faculté, ça me fait plus envie. Oui, oui, non, Ça, non. c'est un peu Bon, triste, mais il faut quand même que c'est ça qu'on arrive à se motiver quand même. tout à fait. Mais je t'appellerai pour qu'on fasse quelque chose ensemble. Oui, D'accord? mais Elisa. si, tout à fait. Mais j'avais envie, c'était ultra intéressant par ailleurs ce qu'elle a fait, mais je te Oui, raconterai après. d'accord, On en parlera, d'accord. on se mettra d'accord. Ciao, merci Bisous. beaucoup. Ciao, Kelly. À bientôt. Au revoir. Ciao, ciao.